c'était qu'avec les cédants, du coup, on avait décidé de formuler une annonce pour pouvoir ouvrir le collectif à des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées pour la reprise. Donc l'annonce, il y avait 3 critères indispensables qui étaient travail en collectif, du coup, agriculture bio et paysanne, polyculture, polyélevage, et entreprendre pour répondre à des besoins locaux. Donc il y avait une vision entrepreneuriale de proximité, quoi. Je m'appelle Basile, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire de l'éducation à l'environnement et guide de randonnée dans le Massif central principalement. Après avoir eu envie de plus prendre en main ma vie de famille et tout ça après ces années de saison, on est revenu avec ma compagne travailler sur la ferme familiale qui était la ferme familiale pour moi. Donc c'était une ferme déjà en vente directe, en bio, déjà depuis 30 ans, diversifiée, qui emmenait tous les produits directement pour le consommateur. Et le temps passant, mon père, ma mère et mon oncle, qui étaient les 3 associés historiques du GAEC, ont souhaité transmettre la ferme et nous ont proposé, nous qui étions là, est-ce qu'on voulait la reprendre. La réponse a été on est intéressé pour la reprendre, mais ce ne sera pas tout seul, puisque c'était déjà une ferme très, très dense, très touffue, avec de multiples compétences. Alors les activités de la ferme à l'époque, c'était déjà les céréales, production de céréales pour faire le pain, avec l'atelier meunerie. C'était un troupeau de vaches pour faire de la viande, un troupeau de cochons pour faire de la viande aussi. Donc pour les dimensionnements, c'était 15 vaches, 90 cochons à l'année. C'était à peu près 300 kg de pain par semaine avec la production de céréales. Et ça faisait vivre 3 adultes. De 3 personnes, ouais, c'est D'accord. ça. Et il y avait même du jus de pomme déjà sur la ferme à cette époque-là. Voilà les activités historiques. Donc c'était de 92 à 2021. Nous avons passé 3 années de tuilage avec les cédants, l'équipe de repreneurs. Ça veut dire que la proposition était faite plutôt en 2018-2019. Donc on était 6 repreneurs à ce moment-là, à s'être réunis pour le projet. Au niveau de la genèse, c'était qu'avec les cédants, du coup, on avait décidé de formuler une annonce pour pouvoir ouvrir le collectif à des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées pour la reprise. Donc l'annonce, il y avait 3 critères indispensables qui étaient travail en collectif, du coup, agriculture bio et paysanne, polyculture, polyélevage, et entreprendre pour répondre à des besoins locaux. Donc il y avait une vision entrepreneuriale de proximité, quoi. D'accord, vous aviez des attentes spécifiques en ce qui concernait les associés, en termes de connaissances, compétences, au niveau relations humaines, au niveau compétences agricoles, ou c'était très ouvert ? Il fallait venir avec des compétences. On n'a pas accueilli des personnes qui étaient... En fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait venir déjà avec ses compétences pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Donc effectivement, c'était pas ouvert à des personnes qui avaient envie de découvrir ou tout ça. Il fallait déjà être abouti dans son projet d'installation, quoi. Donc, et puis on a pu se réunir autour du projet, donc on ne se connaissait pas forcément avant, et on a fait connaissance pendant 3 années pour pouvoir reprendre la ferme ensemble. Donc ça a permis de vérifier le métier, vérifier le lieu, vérifier le modèle économique, l'entente entre les personnes, pour après s'associer ensemble. Oui, parce que c'était pas des copains qui venaient rejoindre le projet, là. C'était un projet avec des inconnus. Voilà, il fallait qu'il y ait une certaine affinité, mais l'amitié ne faisait pas partie du cahier des charges. Ok. Et du coup, ça a donné quoi, cette c'est original. De mon point de vue, c'est assez sain. C'est que du coup, on sait pourquoi on se réunit, on sait où c'est qu'on veut aller ensemble. La direction est claire, explicite, connue par tous. Et on a pu reprendre la ferme en 2021, fin 2021. Les 6 repreneurs que nous étions, et les cédants sont sortis progressivement entre 2021 et 2022.
les cédants. Donc aujourd'hui, ils peuvent venir nous filer un petit coup de main, mais ça reste très anecdotique. C'est, on va dire, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, si on a envie de profiter de leur éclairage, de leurs compétences. Et du coup, dès l'année 2022, on a accueilli une nouvelle personne qui est venue s'essayer avec nous. Et donc, elle a fait 2022-2023. Avril 2024, elle s'est installée avec nous en avril. Donc là, c'est la 7e. Exact, on est 7 associés aujourd'hui. Ouais. 7 associés, d'accord. Donc la ferme est passée de 3 associés à 7 associés. Donc je suppose que l'idée c'était de créer plus de chiffre d'affaires peut-être. Il a fallu accompagner l'augmentation du chiffre d'affaires, effectivement, pour le revenu. Ça s'est fait très progressivement, puisque moi et Beryl on travaillait déjà depuis longtemps sur la ferme, donc il y avait une petite augmentation du chiffre d'affaires pour rémunérer les travailleurs. Mais en fait, vu qu'on a fait 3 années de tuilage, la progressivité s'est déjà faite avec les cédants. En étant protégé par les cédants, quoi. Donc ça s'est fait accompagner. Et on a fait 2 nouvelles activités sur la ferme qui n'étaient pas présentes avant 2019. Qui était l'activité maraîchage, donc on produit des légumes sur un demi-hectare, et on s'est mis à traire les vaches salaires qu'on avait déjà sur la ferme. Donc on a profité d'avoir déjà un troupeau de vaches avec une souche laitière pour pouvoir rajouter un atelier de production de lait. Ok, donc là si je récapitule, il y a toujours la production de céréales pour la transformation en pain, donc pain levain bio. Au levain naturel. Voilà. En vente directe, tout ça en vente directe. Tout en vente directe, c'est ça, tout en vente directe. Donc le pain, la charcuterie, la viande de vache, de veau. Et vous avez rajouté le maraîchage et laitage. Et du coup laitage, donc c'est un peu de yaourt et du fromage de vache. Ok, donc c'est très complet. Effectivement, quand on vient chez nous faire ses courses, on peut remplir le panier. T'as plus besoin d'aller au supermarché là. On a la qualité en plus. Bon, et les œufs peut-être, non? Qu'est-ce qui manque? Après, voilà, à la ferme, on a aussi un petit dépôt-vente de producteurs voisins qui peuvent compléter le panier. Donc effectivement, il y a de quoi faire des crêpes et tout le repas. Exactement. Ok. Ça donne quoi en termes de rentrée d'argent pour tout le monde au niveau du fonctionnement? Un peu le modèle économique, ouais. Du modèle économique, du coup, on a une comptabilité analytique qui nous permet d'avoir une analyse de nos différentes activités pour savoir si elles nous permettent de vivre ou pas, s'il faut y travailler ou pas. Aujourd'hui, la ferme cultive 95 hectares. Donc voilà, ça permet à la fois pour faire les fourrages pour les animaux et puis de préparer les céréales meunières, quoi. Plus dans le modèle un peu social, on est tous un peu co-responsables de plusieurs activités. Donc par exemple, moi je suis co-responsable de l'activité transformation de la viande, culture de céréales et conduite du verger. Ok, ça se décide comment ça? En fonction des compétences, des activités? Chacun en fonction de ses affinités vis-à-vis de la filière, de la tâche à faire. Et il faut aussi pouvoir prendre en charge des choses où on est un peu moins à l'aise parce que il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et du coup, le principe, c'est que ces personnes qui sont en responsabilité, du coup, elles ont la charge mentale que l'atelier avance, puissent gérer les problématiques de l'atelier, trouver des solutions, en collaboration avec les différentes personnes qui sont en amont ou en aval. Par exemple, moi, pour la transformation de la viande, il faut que je sois en collaboration avec les éleveurs et avec ceux qui vont les vendre. Et après, du coup, chacun est co-responsable, donc on n'est jamais tout seul sur une activité, et on est toujours avec plusieurs activités, ce qui permet d'avoir une vision plurielle de la ferme. Ça a l'avantage aussi qu'on ne peut pas revendiquer le revenu d'une filière. Ok, donc c'est un pot commun. Exactement. Et vous partagez à part égale? Le revenu est partagé à part égale entre tous les associés, et aujourd'hui on est au SMIC agricole, donc on est autour de 1 300 € de rémunération chacun par mois. D'accord, au bout de quelques années déjà. Bon, c'était une exploitation qui existait depuis longtemps. La ferme tournait déjà, oui. Oui, vous n'êtes pas parti à zéro. Complètement. Pour moi, il y a un truc qui est assez important, c'est que du coup, on est déjà tous co-responsables d'une activité. Ça veut dire qu'en gestion, en pilotage,
on le pense. Et aussi, on a décidé de mutualiser les choses qui ne reposent pas sur une personne ou sur deux personnes, mais qui reposent sur le groupe en entier. C'est-à-dire que, par exemple, toute la charge administrative, qui pour moi représente quasiment un tiers du métier de paysan aujourd'hui, un quart du métier, c'est partagé selon des mandats entre les associés. Alors, il y a celui qui va faire la comptabilité, celui qui va gérer l'assurance, celui qui va gérer la banque, celui qui va gérer EcoCert, celui qui va gérer la facturation, la facture de vente directe, le dépôt des espèces. Voilà. En fait, toutes ces missions-là sont partagées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est en charge de gérer la ferme. Nous sommes collectivement, nous gérons la ferme ensemble. Et c'est pareil pour la vente, qui a quand même une sacrée importance, puisque c'est l'image de la ferme qu'on renvoie vis-à-vis de nos consommateurs, qui est notre principale source de revenus. Enfin, qui est notre source de revenus. Et du coup, on vend, on est en charge de vendre les produits de tous à tour de rôle, selon un planning soit prévu à l'avance, soit géré à la semaine. Donc ça fait que, au-delà de la prise de décision, du pilotage, il y a beaucoup de choses qui sont gérées collectivement. Par exemple, on accueille pas mal de personnes parce qu'on pense que c'est important de transmettre le métier. On accueille beaucoup de personnes en stage dans une démarche professionnelle. Et donc ça, c'est des décisions collectives qui sont prises à ce niveau-là. Tout ce qui est de l'ordre de l'image de la ferme et tout ça, c'est des décisions collectives. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un ou deux représentants, même... Pas les plus anciens, mais c'est la totalité pour que les clients repèrent que tout le monde fait partie et qu'il n'y a pas de... les décisions, ce que j'entends, c'est que les décisions sont horizontales, mais aussi la représentation de l'activité est horizontale. Complètement. Okay. Voilà, il y a un peu les fonctions transversales qui sont partagées équitablement. Enfin, ouais, on va dire équitablement. Les choses sympas comme les choses moins sympas. Voilà, exactement. Et du coup, ça permet de pouvoir... que ce soit la ferme de tous et pas un peu ma ferme, puisque ça pourrait être moi qui ai un passif plus important sur le lieu, quoi. Donc ça c'est un des outils qui permet de casser un peu, on va dire, un certain leadership, quoi. Il y en a d'autres, puisqu'avant de prendre les décisions, il faut savoir où sont les rapports de force. La ferme, du coup, on est à part égale au niveau de les parts sociales du GAEC. Et donc là-dessus, on est à part égale, on est un homme, une voix, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est aussi un endroit d'égalité. Même revenu, même charge mentale, répartition, la représentation, la vente. Là-dessus. Et après, un autre endroit qui met à égalité, c'est le portage du foncier, puisque c'est quelque chose de très important dans l'agriculture. C'est qui est-ce qui possède les terres qu'on cultive et les bâtiments. Donc nous, on avait déjà la chance sur la ferme que la ferme soit en location. Les cédants étaient déjà fermiers, locataires. Et donc les locations sont encadrées par des arrêtés préfectoraux. Et ces locations, en fait, c'est assez bas comme participation. Et c'est protégé dans le sens où il y a des baux assez longs. Comment ça se passe? C'est quoi l'intérêt d'être en location sur des terres agricoles? Je peux faire un petit calcul très simple. Aujourd'hui, c'est entre 130 et 150 euros le coût d'un loyer pour une année pour 1 hectare. Sachant que la moitié de cette recette-là va servir à payer les impôts locaux que le propriétaire doit payer. Donc dans le propriétaire, il lui reste que la moitié. Et si on devait être propriétaire, on achèterait la terre autour de 6 000 euros, 7 000 euros l'hectare par chez nous. Donc il faudrait presque 3 générations de 90 ans, presque 3 générations de paysans pour pouvoir le rembourser. Donc on voit bien quand même l'intérêt à ne pas être propriétaire. D'accord. Et le fermage, lui, du coup, est très protectionniste, puisque le propriétaire ne peut pas reprendre facilement la gestion, puisqu'en fait, il faut qu'il soit mieux diplômé, plus proche pour cultiver les terres. Du coup, pour certaines structures, c'est presque inenvisageable que le propriétaire puisse reprendre la gestion. D'accord, donc c'est de la location à long terme. Voilà, c'est ça, c'est des beaux 9 ans. Fermage. C'est ça, c'est le statut du fermage. Donc on va dire qu'on est déjà protégés et à égalité, tous, puisqu'il n'y en a pas un qui possède plus que les autres. Ce qui permet aussi dans une prise de décision qu'il n'y ait pas de pouvoir ou de leadership caché. Mais ça, c'est pour les terres, parce que pour tout ce qui est outils de production et bâtiments, ça se passe comment ? Et du coup, les outils de production et les bâtiments sont au sein du GAEC, donc c'est un homme, une voix. Ok. En part sociale égale et équitable, égalitaire. Ok.
On rentre dans les détails techniques, mais c'est vraiment fondamental pour pouvoir discuter des prises de décision de où est le pouvoir et où est-ce qu'il n'est pas, quoi. Et donc là, c'est des choses qui sont un peu structurantes pour une activité professionnelle, quoi. On va dire que ces choix-là, ils étaient déjà actés de longue date sur la ferme. Il n'y avait pas un fort attachement à la patrimonialisation des biens, quoi. Mais ça restait un GAEC familial quand même, donc c'est pas pareil que d'intégrer des étrangers. Oui, mais en réalité, ils ont plutôt botté en touche, historiquement, d'acheter, ils ont plutôt décidé d'être locataires. Les propriétaires qui proposaient de louer ou d'acheter, les associés historiques choisissaient plutôt de louer. Et du coup, ces choix-là, qui sont des choix qui paraissent un peu anodins comme ça, c'était un choix fort de non-patrimonialisation de l'activité professionnelle, de l'activité agricole. Ce qui est une logique pas si courante dans nos pratiques habituelles, même alternatives. On préfère investir dans du dur parce qu'au moins on reste propriétaire, quoi. Et ça fait un matelas pour si on part, on peut toujours le vendre plus cher et tout ça. Alors que nous, ça n'a pas été, historiquement sur la ferme, c'était pas des choix qui ont été faits. Et c'est des choix qui ont pu être un levier fort pour pouvoir transmettre la ferme. Mais par contre, la contrepartie, c'est que pour pas que les paysans s'appauvrissent, s'ils ne placent pas leur argent dans leur outil de production et qu'ils patrimonialisent pas dans leur outil de production, il faut que l'activité rémunère. Et c'est un peu le pendant, c'est ce qui fait du coup des coûts un peu inférieurs que si on patrimonialisait, on devrait mettre beaucoup d'argent dans ce patrimoine. Et là, du coup, le choix, c'est plutôt de libérer cet argent en revenus et de ne pas patrimonialiser. Du coup, c'est chaque paysan individuellement qui doit gérer comment il va devoir rebondir une fois qu'il aura plus son activité, quoi. Ok, oui, c'est vrai que traditionnellement, les paysans se payent surtout quand ils revendent leur activité. Exactement. J'ai vu ça autour de moi, ils ont des tout petits revenus et des toutes petites retraites, mais par contre quand ils vendent leurs biens à la fin, quand ils transmettent, là ils ont des rentrées d'argent. L'adage, c'est un paysan vit pauvre mais meurt riche. Oui, d'accord, ok. Je connaissais pas l'adage, mais merci. Ouais, tout à fait. Et donc vous, l'idée c'est plutôt d'avoir un revenu digne tout au long de notre carrière. Moi j'aime bien dire que une ferme sans repreneur, c'est une ferme qui vaut rien, zéro, et une ferme avec repreneur, elle est inestimable. Effectivement, oui. Du coup, finalement, la valeur ajoutée n'est pas tellement sur la ferme, mais sur le porteur de projet qui arrive. Ouais. Et là, dans les associés, vous êtes tous plus ou moins des jeunes ? Oui, on va dire de la même génération, on a 10 ans d'écart. Ouais. On est 5 foyers. Et quel est le profil de ces... Donc vous êtes... toi, tu es fils d'agriculteur, effectivement, tu as grandi ici. On va dire que grosso modo, on est moitié-moitié issu du milieu agricole et non issu du milieu agricole. On est moitié-moitié diplômé agricole et d'autres pas. Ok. Mais c'est pas... Le critère, c'est avoir de l'expérience et une appétence pour le projet collectif. La possibilité de pouvoir mutualiser la prise de risque, puisque c'est quand même des gros investissements, l'activité agricole, avec une certaine précarité dans le travail, c'est un travail physique, il faut placer beaucoup d'argent, enfin voilà, du coup, le fait que ce soit fait en collectif, ça rend plus possible aussi la possibilité de vivre de son métier. On a plein de mécanismes de solidarité pour pouvoir fonctionner quoi qu'il arrive. Le premier, déjà, c'est la diversification. Si une année, il y a un aléa climatique, on sait qu'on pourra compter sur d'autres productions. Si jamais il y a une épidémie de telle ou telle maladie sur un troupeau, on sait qu'on peut compter sur le reste. Après, il y a la transformation, ce qui fait qu'on n'a pas à brader nos produits, nos matières premières. Elles sont déjà valorisées et vendues au même prix finalement que d'autres. Et la valeur ajoutée ne reste pas seulement sur celui qui vend ou sur celui qui transforme. Elle est répartie également entre ceux qui vendent, ceux qui transforment et ceux qui produisent. Et au niveau de la commercialisation, comment ça se passe ? Vous faites de la vente directe ? Quand on a repris la ferme vendait déjà plus de 40% de sa production sur le lieu, puisqu'on a un petit espace de vente directe sur la ferme. Aujourd'hui, depuis l'arrivée des légumes, la dynamique collective, le projet un peu collectif, a permis
de passer de 40% vendus sur la ferme à 60% vendus sur la ferme. Okay. Donc aujourd'hui, on dépense moins d'énergie pour commercialiser. Et ce qui crée une forte synergie dans la disponibilité en temps libre, en charge mentale allégée. Moi, j'aime bien regarder des personnes qui sont installées seules, qui font un peu le même produit que nous, qui doivent faire 2 marchés par semaine ou 3 marchés par semaine. Nous, on peut imaginer qu'on ait 5 fermes côte à côte. Ça fait si on met 2 personnes ou 3 personnes à la vente, on fait l'économie de 2 ou 3 personnes. Ce qui nous fait quand même une économie de temps libre non négligeable. Oui, parce que le fait de préparer un marché, de tenir le stand pendant toute une matinée, de rentrer, de ranger, c'est beaucoup plus lourd au niveau du temps. Et au niveau de l'énergie que juste d'ouvrir la boutique. C'est quoi, 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, ouais, 2 fois 3 heures. Tu as juste à tourner la clé dans la serrure et re-remplir. Il y a un peu à prêter le magasin. Oui. Je dirais que les marchés, c'est plus long dans le temps. On fait aussi 2 marchés par semaine. Ah, quand même, en plus. Parce que c'est les autres 40%. Ça permet aussi de pouvoir se faire connaître, de faire valoriser les produits et puis d'aller vers les consommateurs dans des endroits où il y a un bassin de population un peu plus grand. D'accord. Et vous revendez pas du tout au magasin? On a quelques épiceries fines ou magasins bio pour certains produits qui sont en plus grande quantité que ce que l'on peut écouler. Ok. Mais ça, ça reste un tout petit pourcentage, ouais. Okay. On a aussi le collège d'à côté, ça nous fait très plaisir de pouvoir permettre aux enfants d'avoir du pain de la ferme frais. Au collège de la Capelle? Le collège de la Capelle, ouais. Ah, super. Donc voilà, c'est très chouette, mais ça reste finalement un petit morceau de notre commercialisation, quoi. Donc en gros, vous arrivez à fonctionner de façon équitable et horizontale avec 7 adultes, 7 actifs sur la ferme, avec que de la vente directe et avec un revenu de 1 300 € chacun. C'est exceptionnel en 2024. Effectivement, l'activité agricole est un peu morose aujourd'hui. On voit bien, les manifestations viennent, il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de précarité dans le métier. Nous, on croit fort à la mutualisation. Déjà, c'est un vrai levier, c'est qu'on n'est pas seul face à nos responsabilités qui sont quand même très importantes. On n'est pas seul face à l'administratif ou face à des administrations qui peuvent être très oppressantes. Et donc, si jamais on se sent un peu au bout vis-à-vis d'un dossier administratif, la relation avec la MSA qui est très compliquée, et on peut la passer à un autre associé qui pourra trouver une nouvelle énergie sans s'emmener dans nos difficultés, quoi. Nous, on croit que le modèle collectif, même s'il y a un vrai facteur humain et qu'il n'y a pas d'endroit pour se former à ça, il est important pour tous les mécanismes de solidarité qu'il apporte. Et l'autre chose souvent qu'on néglige, quand on parle de collectif, nous, de production, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir travailler le côté humain, parce qu'on se dit c'est vraiment ça le plus important. Et moi je trouve que connaître les fonctionnements d'une société de production, donc là le fonctionnement du GAEC, un mécanisme à part sociale, la construction du revenu au niveau comptable, tout ça, est tout aussi importante que le fonctionnement humain. Puisqu'en fait, ça paraît un peu contre-intuitif comme ça, on aurait plutôt tendance de vouloir soigner les relations, bien communiquer ensemble, se parler sans violence. Mais en fait, comprendre comment on construit le revenu, ça évite aussi un certain nombre d'incompréhensions qui sont tout aussi importantes que finalement un non-dit qui pourrait être mal formulé. D'accord, donc le fait de beaucoup tabler là-dessus, ça a évité, tu penses, des difficultés relationnelles. Et en fait, est-ce qu'il y en a eu des difficultés relationnelles? Il y en a plein, il y en a tout le temps. Ça fait partie du métier. Oui, c'est ça, plus il y a de monde, plus il y a de risques, c'est souvent ce qui fait peur. Plus il y a de monde, plus il y a de risques. En tous les cas, ça fait partie des choses qu'il faut travailler les incompréhensions, à la fois dans la communication, mais aussi dans la compréhension du pilotage de notre structure ensemble. Ok, donc s'il y a des petites difficultés relationnelles, mais qui passent vite parce que tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Complètement. Et puis après, on a la chance historiquement d'être très entouré par tous les réseaux de l'agriculture paysanne. Et donc en fait, on n'est pas seul face à nos problématiques. On peut mobiliser la DEAR, la TAG, on peut mobiliser aussi la FOG, qui nous aide aussi pour cette compréhension à la gestion. Voilà, on a plein de partenaires qui sont autour de nous et qui nous permettent de nous rendre autonomes dans la gestion, dans la compréhension de notre fonctionnement administratif, gestion, humain de notre collectif, quoi.
Ok, waouh, merci. Donc un conseil, c'est prendre le temps de se former, de faire le tour de plein d'expériences, de plein de fermes, que ce soit en stage ou film, salariat, d'aller voir ailleurs, de faire des rencontres, parce que plus on va ouvrir le champ, et plus on va être compétent pour s'installer. C'est un métier qui est très exigeant. Et plus on sera outillé, armé quand on sera dans la difficulté, quoi. Et il faut apprendre à partager le revenu entre associés, prendre le temps de se connaître, de vraiment voir et accepter que les aventures humaines, ce soit plein de hauts et plein de bas. Et en fait, les départs ou les fins de groupe, c'est pas des échecs, c'est des péripéties. Il faut accepter qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des séparations, des retrouvailles, des nouvelles ou des nouveaux groupes et que ça bouge, quoi. En collectif, il y aura forcément du mouvement, quoi. Merci. Nous, on est super motivés et compétentes pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des hôtes possibles. Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.